Bonsoir, bienvenue sur la Libre Antenne, lundi, mercredi, vendredi, de 21h à minuit sur metatv.org et c'est la saison 3. Comme d'hab, bien sûr, un grand bonjour à la régie. Ah, comme ça, Boris Boité pourra faire de très bonnes imitations encore. Bonjour au modératrol, bonjour au métanautes, bonjour en fait à tout le monde connecté pour ce soir avec notre invité Yann Ro. Bonsoir Yann. Alors je dis Yann Ro parce que en fait, c'est mon nouveau nom de famille, c'est l'acronyme de ton site. Mais bon, ça fait vrai. Ro étant le couloir, on pourrait dire en langage chimique, tu vas nous emmener vers un autre endroit, tu vois. Tout à fait, d'autant plus qu'en anglais ça veut dire cru, donc peut-être qu'on est amené à faire des découvertes un petit peu trop crues. Un petit peu trop cru, voilà. en tout cas un sujet qui, on sait, vous passionne, enfin passionne beaucoup de gens justement, l'archéologie interdite. Alors avant qu'on rentre dans le sujet, parce que là avant que il y en ait 10 qui me posent la question, mais c'est qui est assis sur le canapé? C'est qui demande ça? Non, je dis avant, bien, okay. mais je les connais, donc c'est avant qu'on pose cette question, évidemment. Toi, alors, moi j'ai dit tout à l'heure, je pensais, j'ai dit explorateur. Toi, tu m'as dit peut-être explorateur alternatif. Oui, tout à fait. Voilà. Non, je vais pas te faire des réponses de Non, mais c'est une bonne définition pour présenter ton travail, ce que tu fais. J'ai pas la prétention non plus de dire que je suis un archéologue alternatif, même si certains de nos travaux et de nos recherches et de nos explorations sont menés par une démarche archéologique. Mais c'est vrai que le côté explorateur, c'est bien parce que en dehors de l'archéologie alternative, on fait aussi de l'exploration pure, entre guillemets, alternative, parce qu'on va dans des endroits qui sont très peu connus à travers la planète. Donc, ça me convient très bien, le terme d'explorateur alternatif. Après tout, notre Terre reste encore à découvrir. Il y a beaucoup d'endroits à explorer. Finalement, le terme d'explorateur, je le trouve, il n'est pas usurpé dans l'absolu. Ah non, pas du tout. Qu'est-ce qu'était un explorateur au XVe siècle? C'est quelqu'un, il allait juste en Chine, il prenait des notes, enfin. Et quelqu'un qui dit soirée catch. Non, c'est pas Raoult. Mais j'ai été catcheur professionnel pendant 8 ans. D'accord, donc c'est pour ça, c'est peut-être référence. Peut-être que Jean-Seb... Ils sont bien informés, donc oui. Non, mais c'est Raw, parce que c'est le nom d'une des grandes émissions américaines, donc je pense que c'est un petit... Donc tout se rejoint, c'est tout se rejoint, le cerveau explose. Il y a un complot là-dessous, c'est pas possible. En tout cas, donc toi, tu as exploré justement, voilà, on va dire, tu as exploré plusieurs pays, certains endroits que tu connais très bien, comme l'Égypte, l'Indonésie, l'Islande, on parlera de tout ça. Alors déjà, avant de rentrer endroit par endroit, on va évidemment faire un tour de la Terre comme ça. Formidable. Mais j'aimerais comprendre moi un peu, parce que je sais ce qui sous-tend quand même, on va dire, l'ensemble un peu de ce que j'ai lu, de tes analyses, c'est qu'il en ressort qu'il y a eu une civilisation qui nous aurait précédés. En tout cas, l'histoire officielle telle qu'elle nous est décrite, c'est-à-dire, en gros, les Sumériens qui arrivent, moins 7000, puis les Égyptiens, moins 5000, puis machin. Pour toi, tout ça, ça tient pas, quoi. C'est ça un peu le fond, c'est-à-dire la grande trame. Les Sumériens, ça tient. L'Égypte dynastique de la première dynastie à environ moins 3100 jusqu'à la 34e, si je dis pas de bêtises. Tout ça, ça tient. Mais ça n'empêche que, malgré que tout ça tienne, on peut très bien avoir eu quelque chose auparavant. Et tu disais une civilisation, c'est une ou des civilisations. Parce que quand on se penche dans des textes, dans des hiéroglyphes aussi, des transmissions orales, la connaissance indigène, comme on dit, là on est amené à appréhender les choses de manière globale. Et c'est avec cette approche des choses globales qu'on est amené à se dire ça marche pas. En termes de datation. C'est-à-dire que tu vas croiser en fait plusieurs éléments, c'est ça? Voilà, parce que les égyptologues qui font de l'égyptologie font de l'égyptologie. Point. Ils vont jamais avoir une approche un peu plus générale et se demander comment est-ce qu'on peut avoir des liens, ou comment est-ce qu'on pourrait avoir des liens, où pourraient se situer certains liens entre l'Égypte et l'Amérique du Sud, entre l'Égypte et l'Antarctique, entre l'Égypte et l'Asie. Et de la même manière, ceux qui s'occupent de l'Asie ou de l'Amérique du Sud, eux, sont uniquement focalisés sur leur champ d'action, leur expertise, entre guillemets, et ils ne remettent pas du tout les choses dans leur contexte, et encore moins dans un contexte global. Et c'est la globalité qui nous permet de comprendre un petit peu mieux là où les sociétés qui auraient pu nous précéder
au-delà des dates qu'on donne de manière académique. Oui, voilà, parce qu'on nous donne donc une version, on va dire, bien quadrillée de l'histoire, il s'est passé ça, il s'est passé ça, mais beaucoup, parce qu'aujourd'hui, on est dans une période, alors je sais, de remise en cause comme ça, continuelle, certains ne sont pas d'accord avec ça, mais bon, en tout cas... C'est l'effet de serre. C'est l'effet de serre, certainement, mais il y a une grande remise en cause, justement, on va dire, des grands fondements archéologiques, c'est-à-dire que il y a des sites aujourd'hui qu'on pourrait prétendre qui sont beaucoup plus vieux que ce qu'on veut nous dire, et donc ça contredirait toute la version officielle. Oui, tout à fait. Et à l'instar des dossiers classifiés, par exemple, de la CIA, des choses comme ça, quand on attend de longues années, on grappille petit à petit de nouveaux éléments, pas de vérité, mais en tout cas qui abandonnent et qui oublient un tout petit peu ce qui était considéré auparavant. Moi, quand j'étais petit, que j'allais à l'école, je ne vais pas dire en quelle année, parce que ça va faire mentir ma crème. Mais à l'école, on nous disait que les Égyptiens avaient construit les pyramides avec des esclaves. Oui. De toute évidence, c'est très compliqué à mettre en place. Même aujourd'hui, quand on demande à un ingénieur bâtiment comment est-ce qu'on peut gérer 100 000 hommes sur un chantier, il ne sait pas, autre qu'avec des logiciels de logistique, qui vont être analysés, qui vont simplement être dupliqués et concrétisés sur le terrain. Donc 100 000 hommes, 100 000 esclaves, voilà, ça c'était il y a... Ah merde, ouais. ouais, c'était à l'époque de la Game Boy. Mais aujourd'hui, on a déjà accepté, en tout cas l'égyptologie académique accepte et transmet le fait que ça n'était pas des esclaves. Donc au fur et à mesure du temps, voilà, on oublie certaines parties, certains détails. Parce qu'il y a la version aussi hollywoodienne qui a beaucoup contribué, peut-être, à forger ce mythe des esclaves. Elizabeth Taylor en Cléopâtre, enfin bon. Oui, bah, Hollywood a toujours véhiculé une image des choses qui est censée refléter ce qu'on est censé croire du monde depuis notre canapé. Donc évidemment, les pyramides répondent aussi à ce qu'Hollywood a traité. Et alors l'Égypte, parce que l'Égypte, c'est c'est un pays d'Afrique du Nord, du Nord-Est. D'Afrique du Nord-Est, mais qui nous suscite en tout cas les plus grandes interrogations, parce que on y retrouve des restes en fait, de cette civilisation qu'on appelle civilisation égyptienne, de toute façon. L'Égypte dynastique. Voilà, et qui a laissé des choses absolument colossales, incroyables. Donc des statues, des temples, évidemment les pyramides, évidemment, mais il y a tout un tas d'autres choses aussi à côté, finalement. Toi, tu es allé plusieurs fois sur place, donc tu as pu analyser, on va dire, de près, voir les anomalies, parce qu'il y a des choses dont on nous parle très peu sur cette Égypte. Ah oui, par exemple. Alors, par exemple, dis-nous. Alors, je vais te dire, par exemple... On t'écoute avec Métator. Vas-y. Dans le reportage avec la révélation des pyramides de Jacques Grimaud, Patrice Pouillard, il y a un moment donné où on nous parle de cette dalle sur laquelle reposent les pyramides. Toi aussi, tu en parles sur ton site, donc qu'est-ce que tu peux nous en dire, toi, de cette dalle? Parce que ça, moi, je trouve ça impressionnant, parce que tous les reportages sur l'Égypte, Dieu sait que, bon, voilà, je suis comme beaucoup, j'imagine, j'en ai avalé pas mal, on n'a jamais parlé de cette dalle. Je trouve que cette petite chose-là, pourquoi l'avoir évincée dans... La dalle, elle est dans le sac de fouillis des tonnes d'autres choses qu'on retrouve à travers l'Égypte, dont on n'a jamais entendu parler. Donc pour répondre à ta question de la dalle, je crois que dans la révélation des pyramides, il parle de la dalle qui est en dessous de la grande pyramide. Oui. Non seulement la grande pyramide, mais c'est vrai qu'on retrouve aussi la même chose sur, comment elle s'appelle, celle dite de Képhren, le frère de Khéops. Donc Khéops supposé être le constructeur de la grande pyramide. C'est vrai que ce dallage, c'est un puzzle inexplicable en 3D. On a des pierres qui ont beaucoup trop d'angles. C'est difficile d'expliquer quelque chose qui est incompréhensible en fait. Désolé pour les métanotes. Non mais ce qui se conçoit clairement s'énonce clairement. Ce qui se conçoit ou se comprend difficilement s'énonce tout aussi difficilement. Donc désolé. Mais donc voilà, on a ce dallage qui est un véritable puzzle,
mais personne ne se soucie de ce que c'est. C'est-à-dire que les pierres sont différentes toutes les unes avec les autres? Ah oui, il n'y a pas deux pierres qui sont similaires. On a des formes qui n'ont, a priori, qui ne font aucun sens dans la manière dont elles ont été coupées, placées. Pourquoi celle-ci est un carré, pourquoi celle-ci est un trapèze avec un mini-angle qui a été recoupé. Et pourtant, la pierre qui vient s'encastrer dedans, elle aussi, ça va être un trapèze ou une forme quelconque qui va être supplémentée d'un tout petit morceau de pierre, parce que là on est sur du calcaire, pour simplement créer ce puzzle. Et c'est un puzzle en 3D qui est absolument incompréhensible. Et voilà. Et donc déjà rien que la conception et la mise en œuvre de ce dallage, c'est une prouesse absolue, parce que les académiques partent du principe qu'on prenait des pierres, on regardait un petit peu grosso modo, tu vois. Ah oui, bon, celle-ci, bon, ok, je la mets là. Celle-ci, ah bah, du coup, elle ira bien. Mais quand on voit la complexité systématique et répétitive de tous les assemblages qu'on retrouve sur cette dalle, ça n'est pas le fruit du hasard et ça n'est pas le fruit d'un architecte ou d'un maître d'œuvre, aussi talentueux soit-il, de prendre des pierres au hasard et de les mettre parce que ça colle, voilà. C'est en termes de coïncidence et de, comment dirais-je, de coïncidence ou de hasard ou de, voilà, bon bah ça s'est fait comme ça. Parce que c'est l'explication générale, de toute façon, si c'est là, c'est que ça a été fait, donc voilà. Donc faut pas chercher à comprendre. Comme ils étaient talentueux, mais quand même très peu développés, voilà, ils étaient très intelligents, donc ils arrivaient à contourner tous les obstacles de la nature et de prendre, comme je disais, ces pierres pour les poser une à une et en faire un dallage inexplicable. Et je crois que dans la révélation des pyramides, il parle aussi du creusage de cette colline de calcaire. Oui, parce qu'on a dû araser une colline en entier, quasiment avant. Et ça, on le voit de manière très signifiante. Tu l'as peut-être vu sur notre site, sur la pyramide de Képhren. Quand on est sur son côté nord-ouest, on est en fait en haut de cette colline et on a 5 à 6 mètres de creux. Parce qu'en fait, le creux, nous on est en fait sur le terrain original, avant toutes les constructions. Et le trou qu'on voit en bas de nous, c'est simplement ce qui a été creusé. Et j'ai mis une jolie photo, parce que je l'aime beaucoup, parce qu'elle donne aussi une idée de l'échelle. On voit un chameau qui est... Le chameau, il est là, la pyramide, elle est là, et elle est là. Et le chameau est minuscule par rapport à ce pivot ou cette colline qui a été creusée, parce qu'on a 5-6 mètres de hauteur. Donc tout ça, on l'a déjà déblayé avant de passer à la construction. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'on ne voit pas. Si on ne va pas de l'autre côté nord, côté ouest de la pyramide de Képhren, mais c'est en tout cas certainement pas quelque chose dont quiconque va parler quand on parle de la construction des pyramides. C'est le désert, on les a mises, voilà, mais il n'y a même pas de chronologie architecturale ou de construction quand on nous parle de la construction des pyramides. On ne dit pas, bon bah voilà, il y avait une colline, on a creusé, on a mis quelque chose, et ensuite on a mis la pyramide. Non, c'est directement, on a mis la pyramide. Alors que pourtant, il y a eu donc tout ce travail avant. Oui, mais c'est absolument phénoménal. Parce que là, et puis ça s'arrête pas directement sur les flancs de la pyramide. Il y a, il doit y avoir une 50aine de mètres entre le bord de la pyramide et le flanc de cette colline qui a été creusée. Donc on fait la distance de la pyramide de Képhren, plus encore, et grosso modo, on va dire 2 fois 30 à 50 mètres. On est sur un volume ahurissant, de déblayage tout simplement. Donc il a fallu des moyens considérables de toute façon pour pouvoir faire ça. Humain, technique, logistique, il y a aussi l'aspect logistique qui n'est jamais abordé. Donc on peut très bien supposer qu'il y a eu des technologies avancées, on peut très bien supposer qu'ils étaient très intelligents, qu'ils avaient des méthodes très abouties, mais n'empêche qu'il faut organiser tout ça. Nous aujourd'hui c'est un petit peu facile avec nos ordinateurs, avec nos camions, avec tout ce qu'on veut, toutes nos machines. Mais à l'époque, ne sachant pas ce qu'ils ont utilisé, il y avait une logistique qui, elle aussi, était absolument ahurissante. Et sans qu'on puisse définir vraiment c'est laquelle, quoi. Tout à fait. Et quiconque aujourd'hui prétend avoir une réponse définitive sur des méthodes employées ou
des datations n'est pas réellement capable de soutenir ces affirmations, parce qu'on on ne sait pas. Ni moi, ni quiconque. Mais justement, les datations, le carbone 14, parce que tu m'as dit Carbone 14. Alors, il est bon d'expliquer, de réexpliquer peut-être. En tout cas, ces datations sont souvent remises en cause. La méthode, on avait beaucoup parlé ici avec Laurent Villaverde, mais toi aussi, j'aimerais bien avoir ton opinion. Très bonne émission avec Laurent Villaverde. Ah bon, ça lui ferait plaisir. La datation au carbone 14, j'en ai parlé pas plus tard que la semaine dernière chez certains de vos confrères, où j'ai donné un exemple très simple. Aujourd'hui, on est en l'an 2000. Voilà. Nous avons notre tour Eiffel qui a été construite pour l'exposition universelle de Paris en 1889. Donc nous, aujourd'hui, contemporains, entre guillemets, de sa construction, on connaît la date de sa construction. Peu importe les raisons pour lesquelles ça pourrait arriver dans 5 ou 10 000 ans. Non, je reprends mon truc à l'envers. Non. Donc on est en l'an 2000. Nous, on continue à faire notre petit bazar, on continue, Meta TV continue à grandir, on devient un phénomène planétaire. Et on se retrouve en l'an 5000 avec toujours les petits jeunes qui font leur pique-nique sur le champ de Mars. Voilà, parce que c'est sympa. Il y a de l'herbe. Pour ceux qui sont allergiques, c'est moins sympa. Pour ceux qui ont les hanches cassées, c'est encore moins sympa. Mais voilà, toujours est-il que les petits jeunes, ils vont toujours profiter de leur dimanche après-midi avec les pique-niques. L'histoire suit son cours. Et chemin faisant, il n'y a plus beaucoup de monde à Paris. Alors, on ne sait pas pourquoi, réchauffement climatique, bon, peu importe. Toutes les civilisations ont toujours été menées à disparaître, donc on ne fera pas exception. Donc voilà, la civilisation française, parisienne a disparu, et on se retrouve en l'an 10 000 avec des gugus qui viennent d'ailleurs dans la planète, et ils vont se dire, tiens, mais qu'est-ce que c'est que cette tour Eiffel ? Aucune idée quand ça a été construit. Alors entre parenthèses, la tour Eiffel ne sera pas plus là en l'an 10 000, sinon on n'est plus là non plus, parce qu'il faut l'entretenir. Il faut l'entretenir, et ça fait que 130 ans. Voilà, donc on est en l'an 10 000. On suppose que la tour Eiffel est toujours présente, bien debout sur ses 4 pieds. Et les archéologues, ils vont fouiner un petit peu partout. Donc il y a un petit peu de tout, y compris le champ de Mars, où nos petits jeunes de l'an 5000 faisaient leur pique-nique. Et chance, ils vont trouver du pain, des rondelles de tomates, des traces organiques, en tout cas. Parce que le test de datation au carbone 14 ne peut se faire que sur des matières organiques. La pierre n'étant pas une matière organique, on ne peut pas dater. On peut dater l'âge véritable de la pierre, mais on ne peut pas en déterminer une date de coupe, d'utilisation. Voilà. D'ailleurs, dans la révélation des pyramides, je crois qu'il le mentionne aussi. Donc voilà, on analyse, et puis on a des matières organiques du champ de Mars, de l'an 5000. Ils vont passer ça dans leur super machine de l'an 10 000, carbone 14, version 19. Ils vont la sortir, et ils vont dire, ah bah voilà, nos matières organiques datent de l'an 5000, donc maintenant on sait, la pyramide date de l'an 5000. Mais si nous on se dit ça aujourd'hui, parce que c'est comme ça que c'est daté les sites, mais nous aujourd'hui, on sait que ça n'est pas vrai, parce qu'on connaît la date de la construction de la tour Eiffel. Donc voilà, c'est pour ça que toutes les datations au carbone 14 ne sont pas un élément tangible de datation de quelconque site. Oui, parce que les résultats, par ce que tu viens d'expliquer, peuvent être complètement biaisés. Alors, ça veut dire, puisqu'on peut retrouver des trucs moins 6000, mais en fait, le site peut avoir 30 000 ans. Ça ne veut absolument pas dire que les matières organiques qui sont retrouvées sont issues des peuples qui étaient les bâtisseurs originels du monument, de la construction qu'on essaye de dater, tout à fait. D'accord. Et comment comment dans la version officielle, il admet cet argument, ou il le réfute d'un petit peu? Absolument pas, parce que comme il n'y a pas eu de civilisation avant les Égyptiens, si on trouve des matières organiques qui datent de moins 2500 avant Jésus-Christ, qui est la date acceptée de construction du plateau de Gizeh, eh bien comme il n'y avait rien avant, parce que c'est déjà un postulat totalement arrêté, comme il n'y avait rien avant, étant donné que les matières organiques trouvées sur place datent de 2500 avant Jésus-Christ, la construction des pyramides, de toutes les pyramides et du Sphinx, date aussi de 2500 avant Jésus-Christ, point. Voilà, donc il n'y a pas vraiment de... Le travail n'est pas... Comment dire ?
il peut être fait, c'est une des suppositions, bien sûr, parce que les matières organiques peuvent aussi tout à fait avoir été utilisées par les bâtisseurs originels. Ça, il faut aussi être honnête dans l'autre sens, en disant, comme on ne sait pas, ça peut être totalement vrai ou totalement faux. Ouais, voilà, donc voilà, tout simplement. Mais en termes d'égyptologie académique, on va partir du principe que c'est uniquement vrai et immuable. Voilà. On ne peut pas toucher, parce que ça, il y a une espèce de rigidité quand même, on sent dans l'égyptologie, oui. C'est très dur à bouger. Ouais, quoi. C'est un véritable carcan duquel il est très difficile de sortir. Sur notre site, on a fait une interview d'une archéologue, d'une ancienne archéologue, en tout cas Delphine Meigneux, que je salue, qui nous soutient beaucoup dans nos travaux et qui nous encourage à chaque occasion qui lui est donnée. Donc on a fait une très très longue interview, on n'a posté que les 2 premières parties, et elle nous dit très clairement que la démarche archéologique, égyptologique, peu importe la civilisation sur laquelle on va s'arrêter, n'est uniquement entre guillemets acceptable ou considérable par la hiérarchie si elle est là pour appuyer et approfondir un dogme qui est déjà établi et, comme j'ai dit avant, qui est immuable. Si quelqu'un va dire, bah voilà, le Sphinx a été construit aussi en 2500 avant Jésus-Christ, par contre j'ai envie un petit peu d'analyser à qui ça ressemble, comment est-ce que ça a été construit, voilà. Ok, très bien. On va donner des bourses d'expédition, des bourses de fouilles. On va donner tous les accords possibles et imaginables parce qu'on est toujours dans une démarche qui ne remet pas en cause le dogme qui est en place. Par contre, si quelqu'un dit il y a quand même des problèmes en termes de géologie, de climatologie qui me font douter de la véracité des moins 2500 ans avant Jésus-Christ pour la construction du plateau de Gizeh et plus particulièrement du Sphinx. Cette personne, on va lui dire « Attends, arrête tes conneries, ça va les délires, hein, tu veux pas non plus nous parler d'extraterrestres. » Et tout est coupé, voilà, il n'y a rien qui peut aboutir dans ce sens-là. Parce que par rapport au Sphinx, justement, alors l'âge du Sphinx, parce que l'âge du Sphinx, c'est quelque chose qui porte polémique, parce que, alors, selon mes informations, c'est le chef de l'université de géologie de Boston, je crois, qui avait fait des relevés. Robert Schoch, oui. Voilà. Alors, je ne sais pas s'il est chef de l'université, mais en tout cas, il a travaillé au MIT. Ouais. Et qui a fait des relevés, en fait, dessus, qui démontrent qu'en fait, pour qu'il y ait cette érosion en fait pluviométrique, il fallu que ce soit 12 000, 15 000 ans avant Jésus-Christ pour que ce soit cohérent en fait. Et voilà. Sachant que le Sphinx, alors là tu me parles sous ton contrôle, il est construit d'un seul bloc. Oui, c'est un monolithe. Voilà, c'est un monolithe. Ouais, c'est un monolithe. C'est très important parce que ça veut dire que l'érosion de la roche qu'on constate en face a le même âge que le Sphinx lui-même, puisque c'est la même roche. C'est ça que ça veut dire Ça, c'est déjà un tout petit peu plus complexe parce que les traces d'érosion qu'on trouve sur le Sphinx et sur les parois de l'enclave dans laquelle il se situe ne sont pas similaires. Donc déjà, c'est très compliqué. D'accord. Pour revenir sur Robert Schoch, qui est un géologue, il n'a pas fait des relevés, il a simplement constaté les choses comme tous les experts constatent quand ils voient des faits, peu importe ce que ça peut être, qui répondent directement de leur expertise. C'est ça aussi qui manque au sein de l'égyptologie, c'est de mettre à contribution différents experts de différents champs d'application et tous les recroiser ensemble pour à nouveau avoir une vue globale de l'ensemble de tout ce qu'on peut constater sur les sites, non seulement en Égypte, mais à travers le monde. Mais ça n'est pas fait. Donc Robert Schoch, oui, il a simplement dit que l'enclave, les parois de l'enclave qui entourent le Sphinx, présentent des traces d'érosion verticale qui sont contraires à ce qu'on serait en mesure d'attendre sur le plateau de Gizeh. Pourquoi ? Parce que sur le plateau de Gizeh, tel qu'on le conçoit aujourd'hui, un plateau désertique, serait en tout cas uniquement, ouvert à de l'érosion horizontale créée par le vent et par le sable. À ça, il y a 2 problèmes. Donc la première, comme je disais, selon les travaux de Robert Schoch, on a une érosion qui est verticale. L'érosion verticale ne pourrait être créée, et j'utilise toujours le conditionnel, parce qu'il faut toujours rester intellectuellement honnête et prudent dans les conclusions et dans les analyses qu'on tire. L'érosion
verticale sur le calcaire ne peut être due qu'à de l'eau. Donc de l'eau sous quelle forme? Sous forme de précipitation abondante, répétitive, sur des centaines et surtout sur des milliers d'années. Voilà ce qu'il dit. Et comme je disais avant, il n'y a pas de travail global qui est fait, parce que cette constatation géologique, il faut être capable de la croiser avec un avis et une expertise climatologique également. Ouais. Et là, il faut faire entrer des climatologues qui vont dire, effectivement, le plateau de Gizeh, c'est un désert aujourd'hui, ça n'a pas toujours été un désert. À quelle date on a retrouvé une climatologie dans cette partie du monde qui permettait des pluies, des précipitations suffisamment abondantes, suffisamment répétitives au cours des millénaires pour arriver à l'érosion verticale qu'a constaté Robert Schoch. Là, en termes de date, c'est toujours un petit peu, comment dirais-je, à la louche, approximatif. pas à la louche, mais en tout cas, on peut déterminer jusqu'à quelle date on est quasiment sûr que ça n'a pas été construit. Cette date, on est aux alentours des moins 7000 avant Jésus-Christ, donc il y a 9000 ans. Quand est-ce que ça a été construit? Ça, on ne peut pas vraiment le dire, parce que cette érosion qui a pris des millénaires, peut-être qu'elle a pris 1000 ans, peut-être qu'elle en a pris 30 000. Ça, on ne sait pas. Comme je disais avant, comme il n'y a pas d'éléments tangibles sur lesquels on peut se baser pour déterminer. Alors si, il faudrait, mais de nouveau, il faudrait aller sur site, avec un encadrement gouvernemental autorisé par l'Égypte, par le gouvernement égyptien, pour faire vraiment des analyses de profondeur, de dureté de ce type de calcaire qui vient de Toura. Voilà, ça, il faut faire ce travail pour ensuite déterminer que cette érosion, il faut 4500 ans. Donc ça veut dire qu'il faut la fin de la période tempérée du plateau de Gizeh, moins 4500 ans pour déterminer, à nouveau à la louche, mais bon là on n'est plus à ça près, une date potentielle de construction, non pas du Sphinx, mais en tout cas de l'enclave dans laquelle il se situe. Dans la cave dans laquelle il se situe. Voilà. Ouais. Parce que le Sphinx lui-même fait l'objet de réparations. Il a été complètement refait. Même non, pas complètement. Sur le dos, enfin surtout la les face pattes, arrière. la croupe. La croupe, voilà. On va bien parler, la croupe. La croupe. Les pattes et la croupe, oui, en très très grande partie. Les pattes sont quasi intégralement refaites. La croupe est en très grande partie refaite également. Et on compte refaire le fameux nez du Sphinx? Ah, j'espère pas. Parce que comment on va faire le bisou maintenant sur la photo de touriste? Oui, il a été refait, mais toujours est-il qu'on trouve toujours ces traces d'érosion qui sont, pour le coup, elles, horizontales sur le Sphinx. Donc là aussi, ça chamboule un petit peu les avis, parce s'il avait été sur les mêmes s'il avait subi les mêmes précipitations que l'enclave dans laquelle il se situe, théoriquement, il devrait présenter les mêmes traces d'érosion. À ça, il y a peu de gens qui répondent. Moi, mon avis, c'est que le Sphinx originel, bon après on peut en parler plus en détail de qui il est censé être, enfin voilà. Le Sphinx originel, je pense, à une époque, présentait les mêmes traces d'érosion verticale, dues à cette période tempérée, avec beaucoup de précipitations. Suite à ça, la zone égyptienne, qu'on appelle cette partie, le Moyen-Orient, grosso modo, a subi une désertification, au sens premier du terme. Ouais. Et c'est là que la roche, donc le calcaire de Toura du Sphinx, a subi cette érosion horizontale due au sable et au vent, parce que c'était devenu un désert. Et ça aurait pu en tout cas ronger l'érosion verticale pour la faire disparaître. Voilà. Mais à ça, pourquoi est-ce que l'enclave a toujours cette érosion verticale et ne présente pas, elle non plus, cette érosion horizontale? C'est un mystère. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce qu'on en dit du Sphinx, tout est faux. Enfin, en tout cas, ça ne tient pas la route quand on se penche sur la géologie, quand on se penche sur la climatologie, quand on se penche aussi sur tout simplement des expéditions qui datent pas plus de 200 ans. On avait des expéditions de Napoléon. Ouais. Ensuite, en 1857, faut pas
Faudra pas me crier dessus si je me trompe dans les dates. Attention, dans les dates. Il y a des sourciers ici, tu te feras remettre. Tu vas te faire remettre en place si tu te trompes. Vas-y, va ici. Il y avait Howard Weiss aussi qui est allé sur place. Et ce qu'il faut savoir, c'est que entre toutes ces expéditions, séparées de, allez, on va dire 20-30 ans, toute l'enclave du Sphinx et le Sphinx lui-même était à nouveau enseveli de sable. Donc ça, c'est quoi, 1857 à peu près Oui, au 19e siècle. 19e siècle, c'est-à-dire le Sphinx, en fait, au 19e siècle, on voyait que sa tête, quoi, c'est ça, voilà. Il n'y avait que la tête. Quand Napoléon y est allé, il a fallu creuser. C'est qui, c'est Napoléon qui déblaye le Sphinx lui-même, non, je pense pas. Lui-même, non, mais les Français qui font en tout cas, Ça va plaire à certains, hein, si tu Pourquoi dis ça. Parce qu'il y en a qui ont des théories qui disent que c'est les Français qui auraient construit les pyramides d'Égypte pendant cette expédition. Ah bah je lui dis, hein, maintenant. Alors, ça fait pas avancer le schmilblick, parce que comment est-ce qu'ils auraient fait? Ah, je sais. Voilà. À la limite, qui l'a fait, bon... Avec de la pierre moulée, semble-t-il, etc. Les géopolymères... Bon, après, c'est vrai qu'en termes de datation, on a des blocs de construction de la pyramide qui sont érodés d'une certaine manière, qui font que, quand on les voit, quand on est là en phase 2, ça ne date pas d'il y a 200 ou 300 ans. Tout simplement. Ouais. Donc la théorie des Français, non, parce que les constatations géologiques que nous on peut faire quand on va sur place, qu'on est face à la Grande Pyramide, ou même les deux autres, ça ne répond pas à une pierre érodée qui date d'avant-hier, quoi. Enfin, 200 ans... Et puis, il y a les pyramides, puis en plus, il y a tout un tas d'autres sites en Égypte, parce que c'est ça. J'ai pas terminé. Ah bah alors là, vas-y. Donc, on a un sphinx qui est enseveli. On le déblaye, on analyse, blablabla, et on quitte les lieux. 50 ans plus tard, il y a une nouvelle expédition qui vient pour faire un peu d'autres travaux, pour approfondir, voilà. Et ils retrouvent à nouveau ce sphinx complètement ensablé, parce que c'est la nature du désert. Donc eux aussi, ils vont, je parle vulgairement, ils vont se taper la pelle voilà, pour le désensabler. Si le sphinx avait été construit en moins de 2500 avant Jésus-Christ, il aurait été construit à une époque où le plateau de Gizeh était déjà désertique. Et donc le sphinx était enclin à cet ensablement systématique. L'homme ne va pas construire le sphinx, sachant que dans 10 ans, il ne sera plus là. Ouais. L'homme ne va pas déblayer tout ce bazar, construire l'enclave, tailler le sphinx, sachant qu'on est dans une zone qui de toute façon va de nouveau être ensevelie. Donc ça aussi, de manière logique, ça remet en cause la date officielle de la construction du sphinx. Au-delà de ça, quand on regarde le sphinx, on voit qu'on a un corps qui est très érodé, mais qui avait été enseveli, et donc protégé. La tête, elle, dépassait du sable, mais elle est très très peu érodée, alors qu'elle n'était pas protégée. Et la tête en elle-même est totalement disproportionnée par rapport au corps. Rapport au corps. Ça choque immédiatement, à la vue. Donc de manière, je vais dire entre guillemets, évidente, il y a eu un sphinx originel avec des proportions normales. Je sais pas si on ne sait toujours pas si c'était Tefnut, la déesse à tête de lion. On ne sait pas si c'était un chacal. On ne sait pas quelle était la tête. Mais en tout cas, il y avait un animal aux proportions animales, si je puis dire, qui ensuite a été retrouvé par une civilisation, un peuple, peu importe, plus tard, qui a hérité de cette trouvaille et qui l'a recyclé à sa manière en y apposant une petite tête qui est beaucoup plus récente et donc forcément beaucoup moins érodée. Donc tout ça mis bout à bout, sans pour autant être capable de donner de nouvelles réponses, on est en tout cas à même de dire que moins de 1500 avant Jésus-Christ, pour des questions d'érosion, pour des questions de logique de construction, d'emplacement, de climatologie, et aussi de proportion et de qualité de construction, ça ne tient pas. Voilà. Et que penser justement par rapport au Sphinx des théories sur la fameuse bibliothèque? La bibliothèque de la patte gauche. Voilà. On m'a posé la même question il y a la semaine dernière. Ah bah parce que forcément c'est la question. Je ne sais pas, je ne suis pas allé. Ouais. Mais par contre, je suis un peu comme Saint Thomas. Ah ouais. Mais tu as entendu parler justement de ces Japonais qui ont fait des relevés de sondes sous le plateau de Gizeh et qui ont trouvé qu'il y avait énormément de
souterrain en fait. Ah oui, tout le plateau de Gizeh c'est un gruyère. Ouais, voilà, c'est ça. Non seulement le plateau de Gizeh, mais aussi ailleurs, à Saqqara, d'autres endroits. Et qu'on a exploré apparemment qu'un tout petit, qu'on on connaît pas cette dimension. Oui, oui, tout à fait. Officiellement, je parle. Oui, tout à fait. Ouais. Bah, de toute façon, quand on va sur place, quand bien même j'aurais envie de retrousser mes manches et me perdre dans ce labyrinthe et qu'on me retrouve dans 50 ans complètement desséché, je ne pourrais pas parce que c'est interdit. C'est très encadré d'ailleurs, les visites là-bas. Comment ça se passe, le plateau de Gizeh? Parce que j'ai vu des images de touristes qui filmaient, puis des flics qui arrivent qui leur disent non, faut pas filmer, etc. Non, ça je pense que c'est un peu de la propagande anti-égyptienne. C'est un peu pour emmerder les gens ou faire croire certaines choses. Non. Sur le plateau de Gizeh, c'est assez libre. C'est assez libre. Ouais. Il y a énormément de touristes qui de toute façon ne restent que devant la Grande Pyramide, devant son entrée. Et puis ils vont très peu ailleurs. Bon, le Sphinx évidemment, mais ils vont pas voir les 8 autres pyramides, parce qu'en tout on a 9 pyramides sur le plateau de Gizeh, on n'en a pas que 3. Nous, quand on y allait, on n'a jamais eu de pression ou autre chose. C'est vrai qu'il y a certains moments, quand on marchait à des endroits, on nous dit non, c'est fermé. Bon, une fois que le mec a le dos tourné, tu marches, et puis enfin, je veux dire, c'est le plateau de Gizeh, tu vois, il est là, il n'y a pas plus de... C'est pas en tout cas comme les soubassements du plateau de Gizeh, ce gruyère ahurissant, qui lui est cadenassé, fermé, grillagé et tout ça. Donc là c'est officiellement fermé, on n'a pas le droit. Pourquoi? On ne sait pas. On sait qu'il y a de l'eau qui coule sous le plateau de Gizeh à plusieurs centaines de mètres, on a des puits qui descendent de manière très profonde, on a des galeries, enfin c'est un bordel mais innommable, c'est pire qu'une chambre d'adolescent. Mais on n'a pas le droit d'enquêter là-dedans pour déjà connaître l'étendue de ce souterrain, parce que ce serait intéressant, à l'instar d'Erin Couillou par exemple, de voir qu'est-ce qu'il y a sous le plateau de Gizeh. Mais tout ça c'est interdit. De manière générale, quand c'est interdit en Égypte, c'est qu'on n'a pas trop... C'est pas parce que c'est les Égyptiens, c'est le gouvernement, ou je sais pas quel délire occidental on peut créer pour diaboliser ces gens qui sont d'une nature on ne peut plus chaleureuse et amicale. Mais en tout cas, quand c'est fermé, en général, c'est qu'on n'a pas envie de voir quelque chose. Et ça, on s'en est rendu compte à Abou Sir et à Abu Ghorab, qui sont des sites... C'est-à-dire pas envie de voir quelque chose Bah voilà, à Abou Sir, à Abu Ghorab, théoriquement, c'est fermé. Mais si on sait que ça existe, si on sait où ça se trouve, qu'on a un interlocuteur de qualité, comme on en a sur place, il va nous emmener devant, un petit bakchich, et on rentre. Et c'est là qu'on trouve des carottes dans le granit. Ah oui, Abu Ghorab, bah tiens, on peut regarder, ça donne l'occasion de regarder des petites... Alors, c'est Abu Ghorab. Est-ce que tu poses des questions à Métator? Non, jamais. Non, lui, non, ça va, non. On dirait un peu un moumine. Tu te souviens des moumines? C'est un moumine. L'espèce de... Tu te souviens des moumines? Non. Non? Bon, vous regarderez Moumine, M-O-O-M-I-N-S. C'était un dessin animé des années 90, finlandais, je crois. Oula. Et oui, c'était des espèces de petits... C'était pas des fantômes, mais c'était des petits bonhommes... Oui, il fait un peu personnage de South Park. Voilà, bon. Alors, on disait Abu Ghorab, donc... Abu Ghorab et Abou Sir. Alors, nous, on va voir là. On va voir là. Voilà, par ici. Hop, je vais grossir. Alors là, on voit les espèces Que voient les gens? Est-ce qu'ils voient ça? Normalement, ils vont le voir dans quelques secondes. Ou ils auront un plein écran, comme on dit. Une belle vue, normalement, de ce qu'on voit, nous. Alors, clairement, là... Je remets ma chemise, là. C'est pas correct. Clairement, on voit, alors, dans justement, je crois qu'ils montrent ça même dans le... comment on appelle ça? Dans le film de Grimaud dont on parlait tout à l'heure. À un moment, ils en parlent de ça. Ouais. C'est vrai, c'est présenté donc comme des cuves sacrificielles, c'est ça? Oui, c'est des cuves sacrificielles qui étaient censées recueillir du sang de bœuf / taureau. D'accord. Ouais. En adoration au dieu Apis, qui était également le dieu qui était vénéré, toujours de manière académique, via les cuves de granit incroyables. Je ne sais pas si on a des photos de Saqqara. En fait, voilà, Abu Ghorab, Saqqara, peu importe, on se lance dans le truc, on va se dire, bon bah, ça on sait pas trop ce que c'est, il y a des trous, allez, on va dire que c'est des cuves sacrificielles. Saqqara, il y a des choses... Saqqara, le Sérapéum, en tout cas de Saqqara, c'est l'endroit le plus incompréhensible et énigmatique de l'Égypte. Et pareil, pas de réponse, donc on va dire, bon bah, du coup, on va un petit peu... On va brouder on va pas s'embêter, on n'est plus à ça près. Donc voilà, nous on a ça...
Ça peut être quelque chose de technologique, ça peut être quelque chose de très avancé, ça peut aussi être quelque chose d'extrêmement simple. Ça peut être... je ne sais pas pourquoi il y a des petites... Ces dentelés, on aurait dit des espèces de roues dentelées. Ouais, voilà, je sais pas à quoi ça peut servir. Gravé dans la pierre. En termes de cuve, on peut aussi, de manière très très simpliste, se dire... Parce que comme je disais avant, le sensationnalisme, c'est pas non plus la réponse à toutes les interrogations qu'on est en mesure de soulever. On peut très bien se dire que c'était là pour travailler le raisin. Et voilà, et puis il y a un tuyau qui sort, et puis ça nous fait le vin. Voilà, c'est pas parce qu'on sait pas ce que c'est qu'on est obligatoirement tenu d'imaginer des trucs totalement rocambolesques. Voilà, donc alors, là, ça donne... Alors là, on a une vision de... C'est quoi? Parce qu'on voit une pierre, mais on voit une espèce de carotte et un... Voilà, donc là, c'est une carotte. Ouais. Là, on est sur de l'albâtre. Donc l'albâtre, c'est pas non plus très très compliqué à travailler. En tout cas, c'est beaucoup moins compliqué à travailler que le granit noir, granit rose d'Aswan. Ouais. Là, ce qu'on voit aussi, c'est très clairement la coupe. Oui, la coupe, oui. Parce que là, on voit les traces. On voit les sédiments, on voit les sédiments, on voit comment s'est composée cette roche au fil des millénaires. Et on a une carotte. Alors c'est vrai que ça, en termes de, entre guillemets, technologie disparue, c'est pas l'exemple le plus probant, parce que comme je disais, l'albâtre, il est facilement travaillable. Donc c'est pas... la carotte en elle-même n'est pas l'interrogation, c'est plus la fonction de la chose qui est plus... Donc ça, c'est le côté, en fait, des fameuses voilà, tout à fait. sacrificielles. Ouais, tout à fait. D'accord. Parce que c'est des choses... Voilà. Donc là, c'est pareil. Donc ça, c'est à Bouguerab, voilà. Ce gros truc, là, cet hôtel, c'est un monolithe. C'est un seul bloc. C'est un monolithe, c'est un seul bloc. C'est un monolithe. Il est posé sur un parement, sur lequel ma délicieuse femme met un petit pied pour aussi lui donner l'échelle. Ouais. Et voilà, donc ça, c'est un monolithe. Et pareil, c'est un monolithe. Tu vois, on voit en termes d'échelle qu'on est sur, j'ai pas les mensurations, mais on est au moins sur du 5 mètres sur 5 avec à peu près 1 mètre de haut, donc ça fait presque du 25 mètres cubes. L'albâtre, 25 mètres cubes, l'albâtre, je crois qu'on est à 2,4 tonnes par mètre cube en termes de densité. Donc voilà, 25 fois 2,4 à vos calculatrices. Ça fait, ça fait 62 tonnes. 62 tonnes. 62 tonnes. Ouais. Voilà. C'est quelque chose et derrière, ce sont les pyramides d'Abou-Sir où on retrouve aussi beaucoup de... Alors, ces pyramides, elles sont aussi... Elles font partie du plateau de Gizeh, ces pyramides? Non. Ah bon. Là, on est à Bouguerab, Abou-Sir. On est à peu près à une vingtaine de kilomètres au sud. D'accord. Voilà, donc pour accéder, on marche dans le désert. Il faut marcher dans le désert pour Abu Ghorab, c'est une bonne demi-heure comme ça, au milieu de nulle part. Ah bon, d'accord. Il faut marcher comme ça dans le désert pour arriver jusqu'au site, là, d'accord. Voilà. Donc ça, c'est toujours les mêmes. Ah super, on voit l'adresse du site. Ouais, voilà, comme ça, au passage. Voilà, toujours ces turbines. Toujours turbines, j'ai dit turbines. C'est on va dire la vision moderne, mais en fait, ça ressemble en tout cas à quelque chose de... En tout cas, c'est quelque chose qui, de prime abord, semble avoir été fait en série. Ouais, en série, exactement. Voilà. L'utilisation, la conception, ça on n'en sait pas plus, mais... Et il n'y a pas que celle-ci, il y en a d'autres qui sont de l'autre côté de la pyramide qui n'existent quasiment plus. Donc là, c'est toujours les mêmes. D'accord. Alors là aussi... c'est toujours pareil, c'est dans l'albâtre. Le trou de carotte qui fait partie du fruit. Les cuves, d'accord. Ok. Ah, là, oui, c'est une autre forme. Voilà, donc on n'a pas les petites dentelles. C'est ce que je disais, on a d'autres cuves qui sont à côté de cette pyramide qui n'existent quasiment plus. Totalement détruites. Et voilà, on a... donc avant, dans l'autre, on avait une carotte. Là, on en a 3. Bon, ça... Voilà. Comme je disais avant, ça ne fait pas avancer le schmilblick, mais en tout cas, ça montre qu'il y avait plusieurs attentions délibérées. Là, c'est un bloc de granit rose. Qui n'est pas... bon, il est travaillé, mais je ne sais pas si les métanautes arrivent à le voir. Il y a des toutes petites carottes au-dessus. Ouais. Voilà, on va les voir peut-être un petit peu plus tard. Je pense mais les plus... Donc là, c'est de nouveau cet énorme bloc. Ah, le monolithe. Une autre vision, d'accord. Ouais. D'accord, toujours ça. Toujours le même, voilà. Je ne sais pas si on... Là, on le voit, tu vois, il y a un petit renfoncement. Ouais. Pareil, qui est totalement circulaire. Mais c'est vrai que ça reste de l'albâtre, donc c'est facilement travaillable.
C'est ça qui ne peut pas apporter énormément d'eau au moulin des théories d'anciennes technologies disparues. Voilà. Par contre, après, quand on verra les photos dans le granit, là, on est clairement sur de l'inexplicable. Même aujourd'hui, c'est très difficile, voire impossible pour certaines. Bon, on verra. Ouais, d'accord. Ouais. Ça, c'est quoi, ça, ce qu'on voit là avec... Aucune idée. Aucune idée. Aucune idée. Mais c'est là, et il y a un trou qui visiblement a une forme pas du tout hasardeuse. Voilà. Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas. Ça, on est au pied de cette pyramide qui est totalement détruite. Où on a des blocs de granit sur lesquels, là, on voit, et on verra peut-être aussi après à Swan, sur Elephantine Island, où on a des traces sur le granit qui étaient préparées pour le travail du granit. D'accord. Donc là, par exemple, on voit très clairement qu'on voulait en faire en tout cas un cube ou un carré ou un rectangle. Alors, je vais ouvrir justement Aboussir, alors. Aboussir, yes. Bon, bah, on les a vus, celle-là. Ah, voilà. Mais là, c'est la même. C'est la même que tout à l'heure. Qu'est-ce que tu fais? Non, voilà. c'est pas les mêmes. Voilà. Donc là, bon, bah, Voilà, là on est dans du granit. Donc le granit, c'est sur l'échelle de Mohs, qui est l'équivalent de l'échelle de Richter, mais pour la géologie et la dureté des roches. On est entre 6 et 7. D'accord. Voilà. Si on part du principe que ça a été fait avec des outils de bronze ou de cuivre, comme c'est l'acceptation généralement acceptée. Acceptation, acceptée. Ça va, non. On la refait, on coupe. On coupe. Ah bah ici, il y a peu de parachute. Voilà. Donc l'acceptation académique générale, le bronze, il peut pas rentrer là-dedans. Parce que le bronze, il va se casser. Je sais que son nom m'échappe, Damian. Oui, Damian, oui. Il a fait une vidéo avec un tailleur de pierre qui a pris de l'acier trempé et il a taillé un bloc de granit. Au bout de 2 minutes, le tailleur de pierre arrête et il dit « Il faut que je change ma pointe. » Parce que l'acier trempé ne taille pas le granit. Au même titre que le bronze ne taille pas le granit, au même titre que le cuivre ne taille pas le granit. Donc, comment on fait ça? Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il faut utiliser aujourd'hui? On montre ça à un ingénieur. J'ai un oncle du côté de ma femme qui est ingénieur en bâtiment. On lui a montré pas mal de photos où il ne savait pas trop quoi dire. Et quand il a vu ça, et les autres photos qui suivront après, il a dit « Ah oui, mais ça c'est pas en Égypte, ça c'est des carottes modernes. » Parce que lui, totalement extérieur à tout ça. Voilà, justement, je voulais prendre un esprit totalement vierge et pas du tout conditionné pour avoir son avis d'expert. Et il m'a dit « Oui, bon, ça c'est pas de l'Égypte, c'est une carotte moderne. » Oui, ok. J'ai dit « Oui, mais ça c'est en Égypte, sur un site qui est fermé au public. » Et il m'a dit « Ah, bah, je sais pas. » Il m'a dit sans machine, sans pointe au diamant. Sans machine, sans paille, il peut pas l'expliquer, quoi, voilà. en fait. Il a du mal à s'expliquer comment on peut faire ça, quoi. Avec aujourd'hui, donc, des pointes au diamant. Des pointes au diamant. Voilà. Parce que le diamant, donc, c'est 10 sur 10 sur l'échelle de Mohs. Donc c'est pour ça qu'on utilise du diamant pour travailler les roches qui sont très dures, le basalte, le granit et d'autres. Parce qu'on sait que le diamant, il va pouvoir nous faire ce qu'on veut sur ces roches. D'accord. Alors pareil, voilà. Pareil. D'ailleurs, on est très fiers parce que certaines de nos photos ont été reprises récemment par le site ancientcode.com et ensuite qui a aussi été relayé là, depuis 48 heures sur pas mal de sites alternatifs. Comment il s'appelle, EWAO.com. Enfin, il y a pas mal de sites comme ça anglophones malheureusement. Et qui ont repris un petit peu notre travail, donc ça pour les gens qui doutent, qui disent oui mais qui êtes-vous, etc. Bon, ça légitime quand même un tout petit peu le sérieux de nos recherches. On n'est pas des guignols qui viennent parler que d'extraterrestres et d'œufs de poules en granit. De toute façon, c'est des poules, sont sévères. Hein, mais alors j'ai une question pour toi. La poule ou l'œuf? Ah, c'est la grande question. Question pour les métanotes. Ouais, ça, ils ne voudront pas répondre. Et là c'est pareil, on voit des stries aussi. Ça, c'est du granit, ça. C'est toujours du granit rose. Donc avant, on était dans du granit noir. Là, on est dans le granit rose d'Assouan, qu'on appelle la syénite. Qui est aussi solide. C'est du granit. Donc c'est entre 6 et 7. Voilà. Et pareil, on voit des stries. Ouais, on voit des stries clairement, quoi. Alors, il y a Flinders Petrie qui, lors de son expédition du début du XXe siècle, avait sorti une carotte du plateau de Gizeh. Et il avait vu que la strie, en fait, ça n'était pas une strie qu'on créerait aujourd'hui avec une pointe au diamant, qui voudrait dire que à chaque révolution de l'outil,
on va créer une strie. En fait, la strie de Petri, Flinders Petri, est continue. C'est-à-dire qu'elle ne s'arrête pas. Non, c'est-à-dire que c'est une spirale. Tu vois. D'accord. Ouais. Alors que là, avec un outil au diamant, bon, bah, quand ça tourne et ça crée la strie parce que de X millimètres, ça a pénétré dans la roche. D'accord. Voilà. Mais même aujourd'hui, ça c'est très très compliqué à faire parce qu'on a peut-être 1 millimètre entre chaque strie, ce qui voudrait dire, mais je ne suis pas expert technique sur le forage. En tout cas, le 5 juin, moi je vais interviewer un tailleur de pierre qui habite sur Strasbourg. Ouais. Et qui va, espérons, nous donner quelques petites clés de compréhension de certaines choses et certaines anomalies qu'on voit. Et donc, parce que de ce qu'on peut s'imaginer, c'est que chaque strie représente l'avancement dans la roche à chaque tour qui est fait par l'outil. Mais si on cherche, par exemple, des vidéos sur YouTube de forage de granit, notamment une qui s'appelle « Forer du granit comme dans du beurre », je me dis, ah bah tiens, du coup, je vais arrêter de dire qu'aujourd'hui on ne saurait pas faire, parce que visiblement on sait faire. Et les mecs, ils galèrent. Pourtant, c'est considéré comme dans du beurre, tu vois. Bon, ils avancent beaucoup plus rapidement que ce qu'on était en mesure de faire il y a 10, 20 ou 30 ans. J'ai pas les vitesses de révolution et les tonnes de pression qui doivent être appliquées sur certaines surfaces pour pouvoir avoir ce rendu. Mais en tout cas, aujourd'hui, quand on considère qu'on carotte du granit, entre guillemets, comme dans du beurre, ça reste, somme toute, on regarde la vidéo, elle fait quelques minutes, tu vois. Donc la terminologie comme dans du beurre, ça trouve très rapidement ses limites. Et si on part du principe que chaque révolution, mais en tout cas n'hésitez pas à dire si je dis une bêtise, si chaque strie est là pour représenter l'avancement par révolution de l'outil, ça veut dire que l'outil, à chaque fois qu'il tourne, il a avancé d'un millimètre. Mais ces outils, ils tournent à 300, 600 ou 1000 tours minute. Voilà, donc 1000 tours minute. En une minute, théoriquement, 1000 tours minute, 1000 révolutions, ça nous fait quoi ça nous fait quoi? Ça nous fait un mètre. Ouais. Voilà. C'est vrai que par minute, si on se base en tout cas sur la vitesse et la force de perforation de ces outils... Si, il aurait mis une minute pour faire un mètre, voilà. Creuser un mètre. Alors que nous, on est sur une vidéo de plusieurs minutes pour creuser 50 cm. Ah d'accord, c'est voilà. 50 cm dans la vidéo, donc c'est pas une grande distance. Non, c'est pas une grande distance, voilà. Donc j'invite les métanotes à aller voir sur YouTube et taper... je sais plus quel est le terme précis, forer du granit comme dans du beurre, ou percer du granit comme dans du beurre, mais vous verrez que le beurre, il sort du frigo. Il est encore... Voilà. Donc ça paraît visible, donc les trous de carottes. Je me décale un peu. Ouais. Voilà, pareil. Donc là, on a un monolithe de granit noir qui est pareil, perforé. Perforé, ouais. Et tout ça, je le rappelle, c'est sur un site qui est fermé au public. Qui est fermé au public. Voilà. Il y a quand même des gardes à qui il faut donner un... Voilà, donc ça, c'est le gros plan de ce qu'on vient de voir à l'instant. Donc pareil, on a toujours ces stries, qui d'ailleurs n'ont pas la même taille, et quand on va retourner en Égypte cette année au mois de septembre, on va faire de plus amples mesures pour voir quelles sont les différentes distances entre les stries sur toutes les carottes qu'on retrouve à Aboussir. Donc tous les gens qui vont se joindre au voyage, parce que les voyages sont aussi ouverts au public, ils vont pouvoir voir ça eux-mêmes. Pareil, les stries, voilà. Là, c'est magnifique aussi. Ouais. Et donc théoriquement, ça a été fait, on ne sait pas trop, avec de l'eau et du sable. Le sable qui est très dur, le sable aussi, il est à 7 sur l'échelle de Mohs. Donc il peut très bien permettre de travailler des matières très dures. Ça, il n'y a pas de problème. Mais d'où viennent les stries? C'est pas le sable qui fait des stries. Voilà. Surtout des stries comme ça qui sont séparées d'un millimètre et qui sont vraiment visibles. Oui, et ça, tu as constaté ça sur ce site-là, mais tu l'as vu aussi ailleurs les carottes, est-ce qu'on a vu des carottes ailleurs? Non, je crois pas. Non. Non, c'est vraiment propre. Si je dis pas je vais pas dire de bêtises. Ouais. C'est vraiment propre à ce site. Alors, Aswan, ça c'est l'Égypte, parce que l'Indonésie, je voudrais qu'on garde ça pour la deuxième partie. D'accord. Aswan, oui, c'est au sud de l'Égypte. Voilà. Ah bah oui, c'est Aswan. Aswan, oui, pardon. Aswan. D'accord. On l'a écrit à la berbère, je sais pas comment. À la berbère. Ah, alors, qu'est-ce qu'on voit là?
Je sais pas. Qu'est-ce que vous voyez, les Bah, métanotes? moi, je vois des espèces de cavités creusées dans la pierre. Ça a l'air un peu longitudinal comme ça. Donc là, on est à Souan, Ouais. la carrière de granit de laquelle sont issus, ils sont pas censés, ils sont issus tous les blocs de granit qu'on retrouve. Dans la chambre du roi, c'est ça? Enfin, dans la pyramide, non? C'est pas ça? Dans la pyramide, là, à Souan, on est sur du granit rose dans cette carrière. Donc là, c'est l'obélisque inachevé, ce sont énormément de temples, y compris le granit rose syénite qu'on vient de voir à Boussir, à Boughorab. Donc c'est au sud de l'Égypte, on a Gizeh au nord, Aboussir à Boughorab, Saqqara, Dachour, après on a encore Meydoum, on descend un petit peu, on a Luxor, Edfou, Komombo, et ensuite on a Assouan qui est la dernière étape avant Abou Simbel qui est le temple de l'Égypte dynastique, appelons-la comme ça, le plus méridional, qui est juste à côté de la frontière soudanaise. Donc là, on est tout au sud, on est à peu près à 900 km de Gizeh. D'accord. Donc forcément, un petit peu moins de Luxor, et ainsi de suite. Qu'est-ce qu'on voit? Oui, donc tout est du granit. Donc, comme je l'ai expliqué, le granit, c'est très compliqué à travailler, parce que c'est très dur. Et pourtant, on y voit ce qu'on appelle en anglais des scoops, donc des creusets, des creusages, des cuillères, comme si la roche avait été ramollie pour qu'on puisse la prendre comme on prend un petit peu de glace dans un sorbet avec c'est du Nutella, tu vois. Là, on voit des excavations comme ça. Ouais. Voilà. Ou alors une technologie inconnue, parce qu'on ne peut pas vraiment savoir, qui a fait qu'on était capable, peut-être avec de l'eau, je ne sais pas, de séparer le granit. Et ce qui est intéressant à Assouan, c'est que on a deux types d'extraction du granit. On a ce type d'extraction qui répond aussi au type d'extraction de l'obélisque inachevé. Et on a d'autres types d'extraction qui, eux, sont beaucoup plus contemporains et qui sont faits avec des techniques connues et beaucoup moins avancées. C'est-à-dire qu'on va percer un petit peu le granit, on va mettre dedans des gros morceaux de bois, on va arroser le bois pour qu'il se dilate. Et en fait, comme on a fragilisé le bloc de granit en le perçant et en mettant ça, en fait ça va faire péter le truc, tout simplement. Donc ça, c'est connu, on sait comment faire, c'est pas compliqué, donc il n'y a aucun problème. Par contre, sur la même carrière, on retrouve aussi ces types d'extraction qui du coup, très probablement, sont beaucoup plus anciens. Okay. De là à savoir comment ça a été fait, je ne sais pas, mais en tout cas, ce qui est très intéressant, c'est de le voir, et c'est quelque chose que les guides ne montrent absolument jamais. Ouais, parce qu'on se contente de voir un peu les choses. Ça, c'est les à côté, parce que c'est vrai que si on voit ça, il faut avoir l'œil observateur pour pouvoir remarquer ces petits détails. Oui, parce que l'obélisque inachevé d'Assouan, bon bah voilà, on marche, on voit l'obélisque, oh la vache, c'est immense, on regarde, comme la grande pyramide, tu vois, on prend des photos, bon, il n'y a pas... Mais c'est tout, et après, bon bah, devant une grande obélisque, tu vas pas non plus rester pendant des heures, tu vois. Par contre, si tu te balades dans la carrière ailleurs, tu vois ces choses-là. Il faut même descendre dans l'obélisque. Les guides ne font quasiment jamais descendre les gens dans l'obélisque, dans les couloirs qui sont autour de l'obélisque. Autour de l'obélisque, oui. Tout à fait. Dans laquelle, les couloirs dans lesquels on retrouve aussi des puits, plus inexplicables. Là, c'est pareil, tout ça, c'est autour toujours au même endroit. Ça, c'est pas autour de l'obélisque. Non. Je te dirais... Quand tu vas passer, donc là, on est aussi, on est toujours à côté. On est toujours à côté. C'est pas l'obélisque, mais toujours, on a ces espèces de, voilà, on a l'impression que c'était de la pâte à modeler, et puis on avait une cuillère, et puis on a soulevé. Ouais, ils sont bien amusés, ouais. Et je répète, c'est du granit. Voilà. Là, tu nous montres bien, ouais, que ça a bien été... Ah, voilà le fameux obélisque. La fameuse. Alors, l'obélisque. La fameuse, ouais. Alors, il est très connu, effectivement. Il y a d'autres endroits dans le monde, je crois, on en retrouve un. Il y a la pierre inachevée aussi pour Baalbek, aussi, une grande pierre aussi, pareil. Oui, la fameuse pierre. La pierre de la femme enceinte. Ah, elle s'appelle comme ça. The Pregnant Woman, enfin le gros qui fait 1600 tonnes, ouais, à Baalbek. Et là, ça, c'est du granit. Ça, c'est du granit, ouais. C'est-à-dire
déjà, il faut y aller quand même. Donc ça veut dire pour extraire un obélisque qui... Bah, en fait, ça a été creusé directement dans la carrière en vue d'être ensuite soulevé et transporté. D'accord. Un peu comme le Sphinx, où on est arrivé sur un bloc de roche auquel on a donné une forme définie. Comme les grottes d'Ellora aussi en Inde, par exemple, D'accord, pour faire un autre parallèle. Ouais, les fameuses grottes d'Ellora. On Voilà. avait parlé avec Damien aussi. Mais rien que... Après, dans les photos que peut-être que tu vas passer, ouais. on verra les petites boules de dolérite qui sont censées être les... Ah bah les voilà. Il suffisait de... Les fameuses, ouais. Donc, pour tout ce qu'on vient de voir et ce qu'on va continuer de voir concernant l'obélisque inachevé d'Assouan, l'explication, c'est qu'il y avait des bonhommes qui avaient que ça à faire. Parce que, bon, comme c'était une civilisation qui n'avait pas nos superbes émissions télé du service public ni rien d'autre, ils avaient que ça à faire. Donc ils faisaient des obélisques. Ouais, je résume, voilà. Ils avaient que ça à faire. Donc, qu'ils aient passé 500 ans à faire quelque chose, bon, pourquoi pas. Donc, théoriquement, on a fait l'obélisque, voilà, en tapant dessus, avec ses boules. Ça, c'est ce qu'on nous explique quand si je vais sur le site là-bas à Soin, on va me dire, avec qui tu y vas? Tu y vas avec nous ou avec Si je vais voir Azaya Awas. Ah oui, bon. Lui, bon, Dieu merci, il est plus trop sur le devant de la scène. Mais ce qui est formidable, non, tout le monde le montre en fait. Ouais. Mais ce qui est très étonnant, c'est que les touristes, parce que nous, quand on organise ces voyages, je fais ma petite pub, quand on organise ces voyages, ça, de toute évidence, ça ne se destine pas à ce qu'on peut appeler des touristes. C'est des gens qui ont envie de voir ces choses, de voyager d'une manière totalement différente et de revoir leur conception de certaines choses qui sont enseignées depuis trop longtemps. Ce qui est très étonnant, c'est que quand nous on va sur place, qu'on prend ces boules et qu'on tape sur le granit, on tape 3 fois et on se dit bon, t'as pas autre chose quoi. Parce qu'à la limite, je préfère croire aux extraterrestres qu'à ces petites boules. Tu vois. Par contre, quand les touristes y vont, c'est juste pour montrer un peu la différence de mentalité et d'approche. Quand les touristes y vont avec les guides, pareil, le guide va dire bon bah voilà tout ce que vous venez de voir, et on va rentrer plus dans les détails après de l'obélisque, et vous verrez par vous-même si vraiment vous vous dites est-ce que c'est possible. Les gens prennent les boules, comme nous ils tapent dessus, et ils disent ah ouais dis donc ils ont dû taper longtemps. Hein. Tu vois mais ils se disent pas c'est physiquement pas possible. Enfin, je veux dire, c'est des... En plus, ça fait mal, quoi. Si vraiment tu veux taper fort, je te dis, enfin, c'est des grosses boules. Hein. Elles sont plus grosses. Enfin, elles ont à peu près la taille du cochon là. Du métapig. Voilà, je veux dire, c'est des grosses boules. Tu te tapes dessus, ça va. Enfin, moi, je tape pas dessus pendant plus d'une minute. Hein. Voilà. Puis en plus, après, il faut que ce soit plat. Il faut que ce soit plat. Et il faut du recul, parce que quand tu tapes, si tu veux vraiment appliquer de la force, il faut du recul. Après, on verra peut-être que si on passe les photos, dans les couloirs qui entourent l'obélisque, il y a peu de recul. Quand tu marches dedans, parce qu'il faut aussi descendre, les guides n'emmènent pas les gens, tu vois. Il faut descendre, il faut être là, confiné entre l'obélisque et le mur, et se dire, ok, donc je suis égyptien, j'ai ma boule, qu'est-ce que je fais? Je fais ça? Oui, mais là, ça marchera pas, j'ai pas de force. Là, je me tourne. Ah ouais, mais merde, j'ai le mur derrière. Donc, voilà, c'est pas logique, tout simplement. C'est l'explication qu'on donne, en tout cas, au bienheureux. On va faire une petite pause parce que je vois que c'est l'heure. C'est l'heure de la pause, ok. Et ensuite, eh ben, on revient et ça marche. On va continuer l'Égypte, puis après on ira faire un tour vers on va dériver vers l'Asie petit à petit. Voilà. Donc, eh ben, c'est bien la libre antenne et à vous la